Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, le président du groupe LR au Sénat et sénateur de la Vendée. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Le Sénat auditionnera donc tout à l'heure les ministres des Sports et de l'Intérieur suite au fiasco du Stade de France. Que recherchez-vous précisément ? La vérité, simplement la vérité. Et je veux dire à Gérald Darmanin qu'on peut se tromper quand on réagit un peu vite, mais que quand on s'enferre dans des contre-vérités, même dans des mensonges, ça devient grave. Cette affaire, elle est scandaleuse, et je vais vous dire pourquoi. Elle est doublement scandaleuse. Elle est d'abord scandaleuse parce que c'est l'image de la France qui est humiliée, puisque nous n'avons pas su garantir le bon déroulement d'une compétition qui avait une dimension planétaire, à 1 an de la Coupe du Monde de rugby et à 2 ans des Jeux Olympiques. Mais le scandale, c'est le mensonge. Bien sûr, c'est le mensonge. Le ministre de l'Intérieur se défausse sur des boucs émissaires britanniques et les supporters britanniques qui ont été empêchés d'entrer dans le stade, qui ont été gazés, qui ont été détroussés, qui sont désormais accusé. J'ai entendu le témoignage du maire de Liverpool lui-même qui était détroussé. Sa carte de crédit, son téléphone portable. Et c'est scandaleux. Précisément, Bruno Retailleau, il y a ce chiffre au cœur de la controverse. Les 30 à 40 000 faux billets avancés justement par le ministre de l'Intérieur pour expliquer la situation de ce chaos. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Personne n'y croit. Le problème de cette opération, c'est qu'il y a la justification précipitamment annoncée de ces 40 000 faux billets. Mais on voit bien qu'il n'y avait pas les 40 000 supporters anglais sur le parvis et que par ailleurs, il y avait une fan zone qui contenait à peu près 40 000 supporters justement au cours de Vincennes. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est aussi dans ces débordements, ces hordes de sauvages, de barbares qui ont attaqué, qui ont détroussé. Et c'est ça qui est terrible. C'est pas seulement un problème de faux billets, de faux billetterie, qui est encore une fois un prétexte. Il était sans doute exact, mais pas dans les proportions annoncées par le ministre. Non, c'est la défausse généralisée. On n'a pas su, une fois de plus, maintenir l'ordre et donc on nie la vérité. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur qui dit qu'on a évité la catastrophe, qu'il n'y a pas eu de mort. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds que c'est une autre façon de se défausser. Invoquer le pire pour essayer d'échapper à sa propre responsabilité, ça n'est pas bien. Et il y a la version de M. Darmanin. Le problème, c'est qu'elle est contredite partout, par les images. C'est ce que vous allez lui dire cet après-midi. Bruno Retailleau, on vous écoute depuis ce matin. Vous semblez déjà avoir les réponses à vos questions. Et vous savez que le ministre de l'Intérieur, sans doute, ne changera pas sa version des faits cet après-midi. Donc, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce que vous allez peut-être demander une commission d'enquête parlementaire au Sénat, sénatorial ? Vous voyez que d'avoir un Parlement qui a 2 chambres, c'est intéressant parce que quand une chambre est en campagne, les députés sont en train d'être renouvelés, le Sénat est la chambre permanente. Ce qui nous permet d'avoir et d'assumer un rôle important, pas seulement de voter la loi, mais de contrôler l'action du gouvernement. C'est ce que nous allons faire cet après-midi. Donc on va le faire. Ma question, c'est jusqu'où ? On va le faire de façon précise. Et de 2 choses l'une. Ou bien M. Darmanin répond à des questions, parce qu'on a déjà une documentation grâce aux journalistes et à d'autres, des syndicats de police, des responsables. Il y a des témoignages, des faits, des images. Oui. Et il y a les images. Donc, il y a des vérités d'évidence, comme l'on dit. Ou il n'y répond pas. Mais s'il n'y répond pas, on a d'autres moyens de contrôle. Lesquels ? Qui peuvent aller jusqu'à la commission d'enquête. Mais est-ce qu'une commission d'enquête, sachant que le juge de Bobigny a ouvert une enquête aussi pour fraude massive, est-ce que cela est compatible ? Vous êtes une très bonne connaisseuse du droit parlementaire, puisque c'est vrai que la commission d'enquête ne peut pas recouvrer complètement le champ d'une enquête judiciaire. Mais on est en train d'étudier et on étudiera, si jamais les réponses des 2 ministres ne nous satisfont pas, les moyens qu'on peut quand même avoir, parce qu'il n'y a pas un total recouvrement de la zone judiciaire et de la zone d'enquête parlementaire. Et s'il le faut, on a d'autres aussi moyens d'enquête. Mais ce moyen, la commission d'enquête, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu par le passé. Quand un ministre ou quiconque... Vous parlez de l'affaire Benalla ? Je parle de l'affaire Benalla, je parle plus récemment de l'affaire McKinsey. Le patron de McKinsey France doit répondre, au moment où je vous parle, à la justice, puisqu'il a menti devant une commission d'enquête. Mentir devant une commission d'enquête est passible du droit pénal. Mais pardonnez-moi, là c'est presque une menace voilée. Vous dites que le ministre de l'Intérieur, déjà dès cet après-midi, doit donner la vérité des faits ? Ce que je dis,
Il y a quelques semaines, et vous verrez, dans quelques semaines aussi, on va déplorer, vous aurez à votre micro, en face de vous, à ma place, des gens, des politiques qui viendront pleurer sur l'abstention, sur la fatigue, la crise de la démocratie. Mais quand un ministre... le regard face à la caméra dans un journal télévisé ment de façon aussi effrontée aux Français, il abîme la démocratie. Parce qu'à ce moment-là, les Français ne croient plus en la parole publique. C'est quelque chose de grave qui se joue. Oui, mais Bruno Retailleau, on comprend. Le Parlement exerce son droit de contrôle, c'est tout à fait normal, c'est son rôle. Mais certains peuvent se demander si ce n'est pas, vous avez cité l'affaire Benalla et d'autres, certains peuvent se demander si ce n'est pas une manœuvre politique pour affaiblir l'exécutif, pour cibler le ministre de l'Intérieur, qui était, ou qui est toujours, on verra, l'un des éléments forts de ce gouvernement. Mais ça n'est pas nous qui affaiblissons le gouvernement, qui affaiblissons le président de la République. Ce sont les propos de Gérald Darmanin. Pourquoi est-ce qu'ils sont faits ? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mal, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, il vaut mieux à ce moment-là les reconnaître. Et ça arrive à tout le monde. Mais selon vous, pourquoi ? Que veut-il couvrir ? Que veut-il cacher ? Que ne veut-il pas dénoncer ? Ça cache à la fois, je pense, une impuissance et une connivence. L'impuissance du règne de M. Macron a assuré en France l'ordre public. La question de la sécurité, les questions régaliennes, c'est l'angle mort du macronisme, puisqu'on est incapable de sanctionner les pilleurs, les casseurs, et on est incapable d'expulser aussi des étrangers en situation irrégulière. Il y a eu 81 interpellations, 3 détentions. Apparemment, pour vous, la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur. Bien la sûr conclusion que non, pénale on ne l'est est toujours dans le laxisme judiciaire, et c'est pas avec M. Dupond-Moretti demain qu'on va en sortir, pas plus qu'on en avait sorti avec Mme Taubira ou avec Mme Belloubet. Donc, on a cette impuissance face au désordre public. Et il y a la connivence. Je pose une question, je n'ai pas forcément la réponse, mais il est probable que M. Macron veuille ménager le vote mélenchoniste. Et la connivence dont je parle, c'est la connivence vis-à-vis de ces jeunes des quartiers à qui il ne faut surtout pas déplaire pour ne pas les provoquer, parce qu'on drague peut-être pour les législatives. L'image de la France à l'international est ternie, et selon vous, le président de la République essaierait de ménager la chèvre et le chou en vue des législatives ? C'est une question que je pose. J'ai assisté, comme vous d'ailleurs, à la pseudo-campagne des présidentielles. Et j'ai bien vu entre les deux tours, monsieur, à l'époque il était candidat, président de la République, draguer le vote Mélenchon. Mais il n'y a pas eu un pseudo-vote, il y a eu un vrai vote des Français. Bien sûr, je parle simplement d'une technique électoraliste qui consiste à faire des clins d'œil appuyés à une clientèle électorale. Et vous pensez que c'est pour cela que le ministre de l'Intérieur ne dénonce pas la délinquance qui a eu lieu aux abords du Stade de France ? Parce qu'au point où nous en sommes, Monsieur Darmanin, dont le nez, comme disait un éditorialiste ce matin, ne cesse de s'allonger. Ça, c'est la une de Libération. Exactement, au fil des jours. Mais à un moment donné, c'est le président de la République qui va être responsable. Il n'a pas voulu dire un mot. Oui, un mot du président, pas un mot de la première ministre. Quel signe y voyez-vous d'ailleurs ? Mais l'ordre public, tout comme la place et l'image de la France dans le monde, c'est pas un ministre de l'Intérieur qui en est, si j'ose dire, redevable. C'est d'abord le président de la République. Et moi, je lui demande désormais d'intervenir dans ce débat. Parce que c'est trop grave. Parce que ça met en cause, regardez, il y a une enquête aussi menée par la justice anglaise. Est-ce que la France va se ridiculiser ? Est-ce que le président de la République, qui est garant encore une fois de ce que nous représentons dans le monde, il est même aujourd'hui, au moment où je vous parle, président de l'Union européenne, est-ce qu'il va laisser faire ? En tous les cas, il était sur le terrain hier pour une toute autre question, Bruno Retailleau. C'est l'hôpital public qui s'enfonce dans la crise, manque de personnel, exténué, mal considéré, des services d'urgence forcés de limiter leurs activités. Emmanuel Macron a annoncé hier à Cherbourg une mission flash et une conférence à l'été. Est-ce que c'est le sursaut attendu ? Oui, une mission flash. Écoutez, il y a 3 ans, souvenez-vous, c'était Agnès Buzyn, il y avait déjà une grève des urgences, il y avait eu plusieurs dizaines de millions d'euros, une prime de 100 € pour essayer de calmer les choses, et puis il y a eu le Ségur de la santé. Enfin voilà quelqu'un qui est élu, qui est président de la République depuis 5 ans. Oui, mais cette crise de l'hôpital dure depuis des années. Hein. Bien sûr, mais qui est des racines. On sait très bien que les 35 heures ont détruit l'hôpital public, bien sûr. On peut parler de la tarification. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Gouvernements successifs, droite, gauche, tous n'ont-ils pas participé ? N'êtes-vous pas ce matin, Bruno Retailleau, les pompiers pyromanes de la situation de l'hôpital ? On peut faire remonter au siècle dernier, si vous le voulez.
les problèmes de l'hôpital. Il ne s'agit pas de se défausser. Simplement, ce que j'observe, c'est qu'Emmanuel Macron est en charge, est en responsabilité depuis 5 ans. Il y a eu le Ségur de la santé. Cette année, le Ségur de la santé, ça sera 12 milliards d'euros. Et pourtant, il y a des gens, j'écoutais un reportage tout à l'heure, il y a à peu près une infirmière ou un infirmier sur 2 qui est en quasi-situation de burn-out. Il y a un épuisement du personnel soignant. Pourquoi ? On voit bien que c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question du sens du travail. Ils sont épuisés. Il faut réformer. Et qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Il croit que finalement, on peut tout acheter. C'est-à-dire qu'il suffit de la dépense publique pour arranger les problèmes. Non, dépenser, ça n'est pas réformer. Mais donner du sens, ça veut dire revoir le logiciel, la culture même à l'hôpital public. Ça veut dire aussi, Bruno Retailleau, cesser la financiarisation, arrêter que les tableaux XL. Beaucoup le disent. Exactement. Vous avez reçu, ça date de... Vous avez reçu, il m'arrive d'écouter votre émission, et je le connais bien, Michael Perromort, j'ai souvent discuté. Chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin. Exactement. Eh bien, et nous avons lancé une commission d'enquête sur la crise de l'hôpital au Sénat, et nous avons eu les conclusions il y a quelques semaines. Je rejoins les conclusions de ces grands médecins. Il faut débureaucratiser. En France, vous avez 34% du personnel hospitalier qui est administratif. En Allemagne, c'est 25%. La différence entre les deux, c'est plus de 125 000 postes qu'on pourrait mettre au chevet justement des malades. Donc 1, débureaucratiser, arrêter la réunionnite. 2, remédicaliser la gouvernance de l'hôpital. C'est-à-dire confier, comme la plupart des pays européens, la direction, les grandes décisions de l'hôpital à ceux qui soignent et non pas à ceux qui administrent. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question, que ne l'avez-vous fait ? Que ne l'avons-nous fait depuis des années ? Mais sûrement. Mais peut-être, mais attendez, ça fait bientôt 10 ans que la droite a quitté le pouvoir, Sonia Mabrouk. Les choses changent aussi et vous ne pouvez pas rendre la droite. Et Dieu sait si je pense que cet inventaire, nous devons le faire chaque jour. Je pose la question au-delà des étiquettes politiques. Mais c'est pas moi, c'est pas ma famille politique qui est à la tête de la France depuis 10 ans. Emmanuel Macron, depuis 5 ans, il était secrétaire général adjoint et ministre de Monsieur François Hollande. Donc cette responsabilité, elle est importante. Je fais des propositions très concrètes. J'ai écrit à la ministre parce que j'ai moi aussi, dans mon département en Vendée... De la santé ? De la santé. J'ai moi aussi des problèmes, comme dans pratiquement tous les départements. Deux suggestions très concrètes. Il y a une question de revalorisation. Vous savez qu'une infirmière, lorsqu'elle fait un travail de nuit, elle va gagner simplement 13 € bruts de plus. Un dimanche, simplement, en plus, 50 €. Alors, une autre proposition, de les revaloriser. Voilà. Et une autre proposition, regardez ce foutoir administratif. Les aides-soignantes, les écoles d'aides-soignantes, en réalité, le cursus se termine en juin, juillet. Et elles ne sont diplômées qu'au mois de septembre. Ce qui fait que pendant l'été, où on a la crise justement de ce personnel pendant l'été, parce que certains doivent prendre des vacances, elles ne peuvent pas être embauchées sur des actes de soins. Mais vous vous rendez compte, on marche sur la tête. Qui a créé les ARS ? Qui a créé le millefeuille administratif ? Mais bien sûr, la loi Bachelot, écoutez, je ne l'ai pas votée. Non mais bien, mais bon, moi je parle de manière générale. Bon, bien sûr, voilà. Mais c'est une introspection générale, on va dire. Mais je l'accepte. Simplement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et ce que je veux dire, le Sénat, encore une fois, a ses conclusions. Ce qui est incroyable, c'est qu'Emmanuel Macron, après 5 ans au pouvoir, en soi, à faire une mission flash sur les centres de soins non programmés. On en a créé 6 en Vendée. S'il souhaite venir, je l'invite. Et c'est vrai que c'est intéressant. Vous dites qu'il n'est pas trop tard pour l'hôpital. Tout autre chose, sur le plan politique, est-il trop tard pour les LR ? Dans quel état allez-vous sortir des législatives ? Mais écoutez, moi je pense que notre objectif, ça doit être un groupe d'au moins une 50aine de députés. Et c'est parfaitement possible pour qu'on puisse en faire entendre une opposition à Emmanuel Macron qui ne soit pas l'opposition. Où est le corpus idéologique ? Est-ce qu'il faut un moment trancher ce débat entre les tenants d'une droite sociale, axée par exemple sur les thématiques de pouvoir d'achat, et une droite, disons, entre guillemets, plus conservatrice, axée sur les questions de sécurité et d'identité ? Je termine la phrase. Je pense que la France, les Français ont droit à la voix d'une opposition responsable de droite et non pas à la monopolisation de l'opposition par M. Mélenchon. Monsieur Retailleau. Je vous réponds maintenant, Qualifier la droite sociale, populaire, conservatrice, libérale, c'est la disqualifier. Je pense que la droite doit tout simplement, c'est une évidence pour moi, être la droite. Qu'est-ce que la droite ? On ne sait plus ce que ça veut dire. Qu'est-ce que la droite ? Je vais vous dire très concrètement. La droite, c'est le travail qui paie, beaucoup plus que l'assistanat. La droite, c'est respecter le contribuable, c'est arrêter la politique des chèques en bois, c'est arrêter le quoi qu'il en coûte qui est en train de créer une bombe à retardement. La droite, c'est la droite bonapartiste. La droite a besoin d'un chef. Qui sera son chef ? Attendez, la droite, c'est une école
qui instruit, qui ne déconstruit pas avec monsieur, par exemple, Pamdian, si jamais, puisqu'il a été nommé ministre. C'est aussi une République qui protège oui, mais c'est une droite bonapartiste. Qui doit être son chef? Qui va prendre le parti? Eh bien ça, c'est une question que nous verrons cet été après les législatives, obstacle après obstacle. Ce que je veux dire simplement, c'est que on a une raclée à la présidentielle. Mais je pense que la France a besoin que nous incarnions une autre voie entre les oppositions radicales, mélenchonistes, lepénistes et celle de monsieur Macron. Je pense que c'est important. Notre famille politique existe toujours. On n'a pas été convaincant. Il faudra tout changer. Et nous changerons tout. Ça bouge encore. Il bouge encore. Bien sûr. Mais je pense que les Français ont besoin d'une droite qui s'assume vraiment et qui soit à la fois, comment dirais-je, respectueuse de nos valeurs, de nos repères et qui soit aussi qui a une dimension sociale, je crois qu'il y a une dimension matérielle, mais aussi immatérielle. Une droite en même temps. Merci Bruno Retailleau. Merci Sonia Mabrouk. D'avoir été notre invité ce matin.